Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la dynamique des zones de divergence. Aujourd'hui, on parle modification de la lithosphère océanique. La lithosphère océanique se forme à l'axe de la dorsale, puis subit le mouvement des plaques. En s'écartant de la zone d'accrétion, la lithosphère se refroidit et ce refroidissement induit un épaississement de la lithosphère. Pour comprendre cet épaississement, il faut revenir à la définition de lithosphère et de sténosphère. Dans le cadre de notre programme, nous avons considéré que la LVZ constituait la zone séparant la lithosphère de la sténosphère. Il existe une définition thermique pour distinguer la lithosphère de la sténosphère. C'est l'isotherme 1300. On observe ici que le géotherme croise la LVZ à une température d'environ 1300. Une isotherme, c'est une courbe qui relie tous les points d'une surface donnée ayant une même température. Il s'avère que le sommet de la LVZ correspond à peu près à l'isotherme 1300 degrés Celsius. On peut donc considérer que l'isotherme 1300 degrés Celsius est la limite entre la sténosphère et la lithosphère. Or, avec l'éloignement à la dorsale, le manteau se refroidit et l'isotherme 1300 se retrouve en profondeur, par définition, puisque le manteau refroidit. Ainsi, la lithosphère océanique au niveau des dorsales est réduite à l'épaisseur de la croûte océanique, 5 à 7 km, puis s'épaissit avec l'éloignement de la dorsale, atteignant ainsi jusqu'à une centaine de kilomètres d'épaisseur par refroidissement du manteau asténosphérique. On note que cet épaississement ne concerne pas la croûte, mais bien le manteau. On peut également observer, par l'analyse de données relevées dans l'océan Atlantique, que la profondeur de la croûte océanique augmente avec son âge, et donc avec l'éloignement de la dorsale. Cette augmentation de la profondeur s'explique par une augmentation de la densité de la lithosphère océanique. En effet, le manteau lithosphérique est plus dense que la croûte océanique ou le manteau asténosphérique. Ainsi, la lithosphère océanique se retrouve à plus grande profondeur en s'éloignant de l'axe de la dorsale puisqu'elle est de plus en plus épaisse et donc sa densité globale augmente. Elle a tendance à s'enfoncer dans le manteau asténosphérique. On parle de subsidence et c'est ce qui explique que l'on observe des plaines abyssales. Nous avons vu que la profondeur de la lithosphère océanique dépendait de son éloignement à la dorsale et donc de son âge. Or, la modélisation par une formule mathématique de la relation entre la profondeur de la croûte océanique et son âge n'est vérifiée par les mesures que jusqu'à 60 millions d'années. Au-delà de 60 millions d'années, la lithosphère est moins profonde que prévu par le modèle mathématique. Cette première anomalie est à mettre en corrélation avec une autre anomalie, celle des flux de chaleur. On observe ici qu'à proximité de la dorsale, la croûte océanique ou la lithosphère océanique perd beaucoup de chaleur. Et puis, plus on s'éloigne, et moins elle perd de chaleur. Mais certaines données montrent une autre anomalie. Le flux de chaleur est plus faible que prévu. Donc, la lithosphère perd moins de chaleur que prévu. On interprète cette anomalie comme le résultat d'un apport de chaleur supplémentaire par rapport à celui de la dorsale. Et cette source de chaleur a été découverte à la fin des années 70 grâce à des explorations des fonds marins. Il existe en fait sur le plancher océanique des monts hydrothermaux, également appelés fumeurs noirs, notamment à proximité des dorsales. Comme on observe, ces fumeurs noirs sont caractérisés par la circulation d'eau. Mais ce qui sort des fumeurs noirs ou des monts hydrothermaux, ce n'est plus de l'eau de mer. C'est un petit peu différent. L'eau de mer
peut pénétrer dans les fractures, cassures et failles du plancher océanique et au contact de la chambre magmatique va se réchauffer. Une eau plus chaude est une eau qui va se retrouver expulsée et donc elle sort des monts hydrothermaux beaucoup plus chaudes, autour de 350 à 400 degrés Celsius. Mais on voit que sa composition a changé. Alors qu'elle était riche en sodium à l'entrée dans les fractures, elle ressort riche plutôt en calcium et en magnésium, et elle a perdu son sodium. Et ça, c'est lié à l'altération des roches à proximité de la dorsale. Cette altération des roches, c'est ce qu'on appelle un métamorphisme, c'est-à-dire que la circulation d'eau chaude dans les roches provoque des modifications des minéraux constituant les roches de la croûte. Ces minéraux sont transformés à l'état solide. C'est la définition de métamorphisme. Ici, le métamorphisme il est lié à la circulation d'eau chaude. C'est donc un métamorphisme hydrothermal. Et il est caractérisé par une hydratation des minéraux. On va avoir la présence de minéraux avec de nombreux groupements hydroxyles, ou OH, et un changement de la composition chimique. Les minéraux vont s'enrichir en sodium ou en magnésium et vont au contraire s'appauvrir en calcium, qui rejoint alors l'eau de mer. Ces changements marquent des échanges entre les roches et l'eau de mer. On parle d'un métamorphisme également de faciès schisteux-verts, et vous allez vite comprendre pourquoi. Ici, les basaltes ont été métamorphisés, on retrouve notre basalte en coussin, et il a été métamorphisé puisqu'il contient des minéraux de type chlorite, épidote ou actinote, qui sont des minéraux reflets verts, qui remplacent le plagioclase et les pyroxènes. Le gabbro peut également être métamorphisé en métagabbro et va alors contenir des pyroxènes partiellement ou totalement transformés en hornblende, qui peut aussi avoir des reflets verts. Et les péridotites, les roches mantéliques qui pouvaient être exhumées, peuvent également se retrouver serpentinisées. C'est la transformation des olivines et des pyroxènes. Lorsque le métamorphisme est intense, cette roche devient une serpentinite et on voit qu'elle est verte. En conclusion, la lithosphère océanique se met en place au niveau des dorsales, avec la formation notamment de basaltes, roches magmatiques volcaniques formées par l'arrivée en surface d'un magma. Ce magma, obtenu par magmatisme de dorsale, s'explique par une remontée asténosphérique, qui est donc associée à une décompression à température constante. C'est ce qu'on appelle une décompression adiabatique. Avec la divergence des plaques, l'ensemble s'éloigne de la dorsale, permettant un refroidissement lent, notamment en profondeur. La croûte océanique ainsi formée est alors constituée de basalte en coussin, à la surface, et de gabbro en profondeur. Selon la vitesse d'expansion océanique, on observera des morphologies de dorsales différentes, avec des rifts ou graben et des horsts pour les dorsales rapides. En particulier, dans le cas des dorsales lentes ou ultra-lentes, des roches mantéliques peuvent se trouver à l'affleurement, c'est l'exhumation. Avec l'éloignement de la dorsale, la lithosphère océanique s'épaissit par transformation progressive du manteau asténosphérique qui se refroidit, et sa profondeur va augmenter par augmentation de la densité globale de la lithosphère. Enfin, l'ensemble de la croûte océanique peut alors subir le métamorphisme hydrothermal, qui est caractérisé par des changements minéralogiques liés à la circulation d'eau de mer dans la croûte. C'est la fin de ce chapitre sur la dynamique des zones de divergence. N'oubliez pas d'annoter votre cours pour l'améliorer ou poser des questions. Et répondez bien au quiz. Je vous dis à bientôt pour un autre chapitre.